Ce 15 janvier, les Américains entrent à Aufalise. La veille, ils ont terminé le dégagement de Bastogne. Ce 15 janvier également, les villages de Noville et Arloncourt sont libérés. Mais dans d'autres régions, les combats font toujours rage. C'est le cas dans le nord de la province notamment. Fernand Chauffret se souvient des durs combats qui ont secoué Baclin. Les 8 derniers jours, les Allemands se sont retranchés dans les bois, entre Langlire et Baclin. Et alors, nous avons reçu toute l'artillerie américaine, donc pendant ce temps-là, ce qui a été très pénible. Nous étions dans les caves, nous recherchions les caves qui étaient réputées résistantes, voûtées. C'est ainsi que nous étions à 40 dans la nôtre. Entassés dans leurs abris de fortune, les civils de Baclin assistent impuissants à ces tirs d'artillerie particulièrement féroces. Les destructions ont sérieusement commencé. Nous entendions les coups de départ même de Langlire. Les obus déchiraient l'air au-dessus. Nous entendions même dans la cave. S'ils déchiraient l'air, ils continuaient. Si nous n'entendions rien, on entendait les explosions qui se passaient autour de nous. On était jeunes, on était au grenier à la tabatière. Vous savez ce que c'est de la tabatière? Et il y avait 2-3 tanks allemands qui étaient postés tout près d'une petite chapelle, entre Baclin et Cherin. Il y avait un petit avion de reconnaissance qui a tourné autour d'eux, puis il est retourné. Cinq minutes après, il était réduit en silence. Hein. Ah oui. Par l'artillerie américaine qui tirait de où? Malgré la violence des bombardements, les Allemands continuent de résister. Les Allemands ont défendu très fort le village, étant donné qu'ils avaient installé 2 champs de mines, un champ de mines personnel à l'orée vers Langlire, le long du ruisseau, installé des lignes de mitrailleuses à la crête, et derrière cette crête, aussi un champ de mines, mais anti-tank, sur lesquels 2 tanks américains ont d'ailleurs sauté. À un moment donné, le village était même occupé par... La partie supérieure du village était occupée par les Américains déjà, alors que les Allemands occupaient toujours le dessous du village. Et c'est ainsi qu'ils ont certainement décidé de bombarder la partie inférieure du village. À quelques kilomètres de là, le village de Sterpini est également le terrain de terribles combats.
La bataille a commencé le lundi 15 janvier à midi 30 par là. Alors ils ont commencé à pilonner. Et derrière chez moi ici, 3 gros canons de gros calibre sont installés dans le jardin, coupés les arbres fruitiers. Ils ont commencé à pilonner vers l'Ombré, l'Anglire, par là ou un peu plus loin. Et alors, ils avaient installé leur camion d'obus juste devant la maison ici pour ne pas être repérés, pour ne pas être atteints. Et alors les Allemands, ils étaient peut-être une dizaine, ils portaient les obus sur leurs épaules, dans le jardin. Mais ils ont tiré pilonner pendant un quart d'heure, et puis hop, ils sont foutus le camp d'un coup. Mais pas 10 minutes, un quart d'heure après. Nous avons une pluie d'obus américains qui arrivaient ici aux alentours. On a reçu 2 sur l'étape, et puis ici en face une maison et la grange qui est brûlée, et puis la maison d'en face aussi là-bas plus loin, qui ont brûlé, et puis toutes les terres, il y avait de la neige, toutes les terres ici dans les champs plus loin, c'était tout noir. Ce 15 janvier, le village de l'Étaille est libéré. Il y a eu un tank allemand qui a eu un obus qui est entré par en dessous du tank et un soldat allemand a brûlé vivant dans le tank, brûlé vif. Mon père a eu sa casquette trouée par une balle. Donc sur 1 centimètre, disons. J'ai eu une balle qui m'a traversé la veste et ma chose dans l'épaule. Et dans la maison à côté, chez Antoinette Renard, il y avait 22 Allemands qui étaient là, des jeunes de 18 à 20 ans, qui se sont laissés prendre prisonniers. Là, chez Antoinette. Et les maisons étaient en feu, donc ils ont dû sortir au moment où les Américains sont arrivés. Plus au sud, à Bertogne, les soldats de l'oncle Sam entrent également dans le village. Fernand Leclerc, un garde particulier, allait régulièrement faire un tour dans les bois, ici un peu plus loin, à 1 kilomètre d'ici, entre Bertogne et Failly. Il allait dans les bois du Voyer. Et un jour, il revient, il dit voilà, j'ai rencontré les Américains, dis-moi, ils seront envossés. Ah bon, c'était une bonne nouvelle. Effectivement, le lendemain, on a vu une file de personnages camouflés de blanc, donc ils avaient des grands draps de lit sur eux. Et c'était pour ne pas être repérés dans la neige qui était abondante alors. Donc ils ont descendu le village. Ils se sont arrêtés devant la maison où nous étions, parce qu'il y avait justement là une borne distributrice d'eau. Ils ont commencé à se laver. Et une personne est sortie, a été vers eux, puis elle est rentrée et elle a dit « Catch les gamines, c'est des nœuds ». Ce sont des petites anecdotes qui sont restées. Et évidemment, à cet âge-là, pourquoi catch les gamines à 9 ans, on ne se pose pas de questions. C'était des hommes redoutables, il fallait les fuir. Alors que Oufalise vient d'être libérée, la famille d'Henri Mignon vit un véritable drame. Peut-être quelques heures avant l'arrivée des Américains, tôt le matin. Il s'est installé un calme absolument anormal. Tous les Allemands avaient disparu brusquement. Et à ce moment-là, mon père a décidé d'aller chercher de la neige à l'extérieur parce qu'on n'avait plus d'eau, tout avait été épuisé par les Allemands. Et il avait décidé d'aller chercher de la neige propre, donc en s'éloignant un peu de la maison. À ce moment-là, le premier obus américain de la journée est tombé. Et il a reçu un éclat d'obus dans la poitrine, couru vers la maison sans parler, nous a embrassés, s'est étendu par terre, il était mort.
Bastogne, le 16 janvier 1945. Comme tous les matins, je me dirige vers le centre Croix-Rouge. En chemin, je récupère un peu de bois. En m'introduisant par un soupirail, je remplis un seau de charbon. Au moment où j'arrive dans la chambre des deux convalescentes, Jeanne soutient Elisabeth qui tente de se lever. Peine perdue. La tête lui tourne encore. Plus d'obus, ni d'explosion depuis hier après-midi. Mes oreilles s'étaient habituées à ce bruit de fond. Je n'ai plus l'habitude de ce silence. Bien sûr, dans le lointain, on perçoit encore de temps en temps une déflagration. Je m'empresse de ranimer les braises mourantes du poêle. Et puis je verse le charbon qui va maintenir bien plus longtemps cette chaleur timide dans la chambre. Cela fait 1 mois que nous sommes dans cet enfer. Le quotidien a été jonché d'horreur, de désolation et de mort. Nous sommes toujours là. Comment avons-nous tenu le coup ? Pourquoi ne sommes-nous pas devenus fous ? Des blessés légers arrivent du nord et m'annoncent que Oufalise est pris et que les Allemands se rendent sans condition. Le centre d'accueil ne cesse de soigner des civils en difficulté. Les enfants partis dans des grandes villes reviennent. Des mamans les appellent et ils courent se blottir dans les bras. Ça crie, ça rit, ça pleure. Je ne me rappelais pas qu'il existait encore un peu de bonheur ici-bas. J'ai vu pour la première fois de ma vie un véritable Indien parmi les blessés. Il souffre de gelures, et lorsque les médecins se sont approchés, il les a repoussés, proférant que seuls ces remèdes seraient efficaces. Les brancardiers américains qui continuent à ramener des soldats dans le triste état répètent inlassablement « War is finished ». Je les crois. Je veux les croire. Il faut que je les croie. Je me suis assis sur un tabouret à l'entrée de la chapelle. Une sœur de la congrégation s'assoit à mes côtés et me dit la difficulté de tenir le coup. C'est vrai qu'elles ont servi avec une telle abnégation et un tel dévouement qu'il faudra des montagnes de marques de gratitude pour les remercier. Je suis souvent au bord des larmes, surtout le soir. Les bonnes nouvelles sont beaucoup trop rares, tandis que les mauvaises...